Décembre 2019. L'immense majorité des Camerounais de l'intérieur comme de la diaspora sont assis devant leur poste de télévision. La veille, dans le contexte de crise politique et sociale ambiant, le cabinet civil du chef de l'État, dans un communiqué, a annoncé que le président Paul Biya prendrait la parole ce jour à 20h à la télévision. Événement exceptionnel pour le chef de l'État du Cameroun, grand adepte du secret dont le dernier discours improvisé remonte aux émeutes de 2008. Les spéculations vont bon train, dans la rue comme sur les médias. On en débat déjà comme on sait si bien le faire au pays de Samuel Eto'o et de Manu Dibango. Va-t-il annoncer sa démission comme l'avait fait son prédécesseur Amadou Ahidjo en 1982 ? Va-t-il parler de fédéralisme comme le demande à corps et à cri une partie importante de la population, notamment de la zone anglophone ? À moins qu'il s'agisse d'amnistie de la centaine de prisonniers politiques dont le chef de file de l'opposition, Maurice Kamto, tous enfermés à la sinistre prison de Kondengui à Yaoundé. Encore une fois, le président, dont la parole est si rare, à la tête de l'État du Cameroun depuis 37 ans, va déjouer tous les pronostics. Ce qu'il vient proposer, 3 ans après le début de la guerre en zone anglophone, c'est un dialogue national. Un dialogue pour sortir de cette guerre dans les parties sud-ouest et nord-ouest qui a déjà fait plusieurs milliers de victimes et des centaines de milliers de déplacés. Ce dialogue, dirigé par le Premier ministre, se tiendra du 30 septembre au 4 octobre prochain à Yaoundé. Que peut-on en attendre ? Les mouvements d'opposition accepteront-ils la convocation qui leur est adressée ? Apportera-t-il la paix dans les zones en guerre ? Quels sont les critères pour y participer ? Est-ce un leurre à la fois pour les nationaux et la communauté internationale qui l'exigeait, ou une réelle volonté de ramener un peu de calme et de sérénité dans ce pays sous haute tension ? Bonjour à tous et bienvenue dans le débat africain consacré ce dimanche au dialogue national proposé par le président Paul Biya au Cameroun, avec plusieurs invités au téléphone, en direct du pays des lions indomptables. D'abord, Maître Alice Nkom, avocate, militante des droits de l'homme, qui représente ici la société civile. Elle est en direct de Douala, la capitale économique du Cameroun. Bonjour Maître Alice Nkom. Bonjour Alain. Second invité de ce plateau, en direct de Yaoundé, la capitale, Monsieur Grégoire Ouona, ministre du Travail et de la Sécurité sociale. Il est ici le secrétaire général adjoint au RDPC, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le parti au pouvoir. Bonjour, monsieur le ministre. Bonjour, monsieur Foucault. Notre troisième invité, toujours en direct de Douala cette fois-ci, monsieur Joshua Ozi, député et vice-président du SDF, le Social Democratic Front, candidat malheureux à la dernière présidentielle. Bonjour, monsieur Joshua Ozi. Bonjour, monsieur Foucault. Notre dernier invité, et pas des moindres, est en direct entre Ndikinemeki et Bafoussam. Olivier Bibou Nissak est le porte-parole de Maurice Kamto, le président du MRC, le mouvement pour la renaissance du Cameroun. Maurice Kamto, officiellement deuxième au scrutin et qui réclame la victoire à la dernière présidentielle, est actuellement emprisonné à Yaoundé. Bonjour Olivier Bibou Nissak. Oui, bonjour. Bonjour à tous aux autres panels. Avant de commencer, je voudrais vous présenter mes condoléances et vous remercier d'avoir accepté de venir participer à ce débat malgré la disparition hier de votre maman. Et puisque vous avez la parole, allez-vous finalement participer à ce débat national ? Le MRC, votre parti, a-t-il été sollicité ? Le MRC a rencontré il y a quelques jours dans les services de la primature camerounaise M. John Bouté. Et une des choses qui a été soulignée par la vice-présidente nationale Kaliane Noah, active président, était précisément de souligner auprès de M. John Bouté le caractère peu professionnel et amateur des canaux par lesquels nous avons été invités, parce que c'est par les réseaux sociaux que cela s'écrit. Alors, tout comme vous êtes sérieux quand vous dites que vous n'avez été invité que par les réseaux sociaux ? C'est tellement sérieux que je dois vous dire, et ça c'est à la décharge de M. John Bouté, qui a été un vrai gentleman, il s'est confondu en excuses parce qu'il a platement et tout de go présenté ses excuses pour ses dysfonctionnements. Cela d'ailleurs a pesé quelque peu l'ire de la présidente nationale, mais voilà, tout comme a été rappelé d'emblée à M. John Bouté, qu'entre le MRC et son alliance et le régime de Yaoundé, la question de la légitimité demeurait et restait problématique. Cependant, parce que le pays appelait, et notamment la nécessité du dialogue national, alors le MRC a répondu à cet appel présenté de manière curieuse. Donc, le sort qui sera celui de la présence du MRC et de son alliance à ce débat national dépendra totalement du mémorandum qui a été remis
à M. John Goutey à l'occasion de cette visite de travail. Cela veut dire, si je résume, que pour l'instant, le MRC n'a pas encore pris la décision de participer ou non à ce débat national, qu'il attend la réponse du Premier ministre au mémorandum qui lui a été présenté, c'est ça ? On l'a perdu ? Alors, je vais me tourner vers d'autres personnes en attendant. Alors, là, je me tourne vers Joshua Ozi. Vous êtes également dans l'opposition. Le SDF a-t-il décidé de participer à ce débat national et dans quelles conditions ? Mais écoutez, ça fait 4 ans que nous demandons ce dialogue. Nous avons même, à un certain moment, dû bousculer le ministre Grégoire Onaki autour de ce débat à l'Assemblée nationale pour pouvoir avoir ce dialogue. Donc maintenant que ce dialogue arrive, je pense que la forme de ce dialogue ne devrait pas être de nature à nous faire, à nous pousser à ne pas y aller. Donc nous espérons que ce dialogue va permettre de décanter la situation dans le nord-ouest et le sud-ouest. Et pour cette raison, pour nous, il est très important de participer. De tout faire pour ramener la paix dans le nord-ouest et le sud-ouest. Donc pour vous, vous participerez de toutes les façons à ce dialogue national. Alors, j'ai pas dit de toutes les façons. Nous espérons que ce dialogue national puisse apporter une contribution certaine, une contribution décisive pour apporter la paix dans le nord-ouest et le sud-ouest. Et à ce titre, bien sûr, nous ne pouvons pas être des simples spectateurs. Nous voulons apporter notre contribution pour que la paix puisse revenir au nord-ouest et au sud-ouest. Et tant que ce dialogue se concentre autour de cette crise, bien sûr, il y a d'autres éléments qui doivent aussi être vus parce qu'il y a des éléments qui dépassent les frontières du nord-ouest et du sud-ouest. Mais tant que l'objet de cette rencontre, c'est le nord-ouest et le sud-ouest, il est important pour nous d'apporter notre pierre à l'édifice pour essayer d'apporter la paix ou de contribuer à l'arrivée de la paix dans le nord-ouest et le sud-ouest. Alors là, Olivier Bibonissa, que nous avions perdu à l'instant, nous revient. Je posais la question de savoir si, pour l'instant, la décision n'a pas encore été prise au MRC de participer ou non. Vous attendez la réponse du Premier ministre à votre mémorandum, c'est bien ça ? Je disais précisément que le sort qui sera réservé au point soulevé par le mémorandum qui a été remis à M. John Goutey, c'est lui qui sera déterminant. Car la balle n'est pas dans le temps du MRC. Le signataire du mémorandum, le président élu Maurice Kamto, a été formel. Vous savez, c'est congénital à la naissance du MRC, l'approche qui a toujours prôné le dialogue dans la résolution du problème anglophone, et ceci a été au fil des années réitéré et rapide. Et tenez, je vais vous faire un petit rappel d'actualité. Revenant du sommet Union africaine, Union européenne, il me semble, qui s'était tenu en Côte d'Ivoire, M. Paul Biya avait répondu à sa descente d'avion, interrogé sur la question d'un dialogue concernant la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest. Il avait dit qu'on ne discute pas avec des terroristes. Et ça, c'était argent comptant, la position qui pouvait être la mieux exprimée par celui qui, pour le régime illégitime de Yaoundé, était la voix la plus autorisée. Et ça n'a échappé à personne. Or, dans le même temps, sur ces questions-là, la posture du MRC et de ses alliés, la posture du président élu Maurice Kamto, est restée sans varier. Elle a été constamment pour le dialogue et c'est le deuxième point du plan national de résistance. Bien. Alors, Alice Nkom, vous êtes pour la défense des droits de l'homme et pour la société civile. Quel regard sur ce dialogue national ? Qu'en attendez-vous ? Moi, je suis une femme. Je suis membre de la société civile. Je suis avocat. Je suis même l'avocat de groupe MRC actuellement incarcéré à Kondengui. Je suis aussi l'ambassadrice de la Cameroun Patriotic Diaspora. Donc, je regarde donc avec un intérêt marqué ce qui se passe autour de ce dialogue national. Ce dialogue, je fais partie de ceux qui ont donné de la voix depuis plus de 3 ans pour que ce dialogue remplace le crépitement des armes et arrête les citernes de sang qui étaient déversées dans le nord-ouest et le sud-ouest. Et c'était même avant les élections. Alors, ma sensibilité de femme et de maman m'amène à dire que après avoir versé tant de sang pendant 3 ans, après avoir tué
beaucoup de nos compatriotes. Parce que personne ne va me convaincre que seuls les séparatistes ou les Ambazoniens ont été tués dans cette guerre qui ne dit pas son nom. Même si les Ambazoniens ont également tué pas mal de personnes civiles. Oui, mais c'est ce que je vous explique, que tout ce qui se passe là-bas, personne ne va me convaincre que seuls les Ambazoniens ou seuls les séparatistes ont été tués. Donc, comme disait Abraham à Dieu, si votre colère vous amenait à faire quelque chose, est-ce que vous pourriez arrêter de le faire s'il y avait un seul juste là-bas? Eh bien, le bon Dieu a dit non, je ne ferai plus, je ne détruirai pas le peuple. C'est ce que j'attendais un petit peu. Donc pour résumer, pour vous, aujourd'hui, ce dialogue arrive à point nommé. Vous êtes pour ce dialogue et vous souhaitez... dialogue arrive enfin et je félicite le président de la République d'avoir enfin prononcé même le mot dialogue de sa bouche et devant son peuple. Alors, dialogue national organisé par le président de la République. Monsieur Grégoire Ouona, vous êtes ministre, mais vous êtes également le secrétaire général adjoint du RDPC, le parti au pouvoir. Que peut-on attendre très concrètement de ce dialogue? Vous savez que beaucoup sont sceptiques quant aux résultats. Est-ce que ça a été préparé et est-ce que vous pensez qu'au sortir de là-bas, on aura résolu la crise anglophone? Bien, merci de m'avoir invité et bonjour à tous les panélistes. Écoutez, je voudrais d'abord dire que la convocation à travers les réseaux sociaux que tout le monde vend aujourd'hui ne devrait pas être quelque chose d'anormal. Si les gens ont privilégié les réseaux sociaux comme mode de communication, ça fait peut-être mal, mais il faut aussi savoir qu'on peut communiquer pour des choses positives sur des réseaux sociaux. Mais j'ai envie de vous interrompre, monsieur le ministre, c'est le gouvernement qui, généralement, s'attaque à ces réseaux sociaux et les combat et les coupe quand il le désire. Donc aujourd'hui, ça peut pas être un moyen de communication. Au contraire, le président Biya fait la promotion des nouvelles technologies et invite de plus en plus les jeunes à aller vers les technologies de l'information et de la communication. Je ne veux pas entrer dans ce débat, mais il y a quelque temps, on avait coupé les réseaux sociaux pendant le scrutin. Oh, ça, je vous laisse responsable de vos affirmations. Hein. Je ne me rappelle pas qu'on ait coupé les réseaux sociaux au Cameroun. Alors, je voudrais dire que le dialogue, il ne date pas seulement de maintenant. Le grand dialogue auquel le président invite les Camerounais va démarrer certainement bientôt, mais dès l'entame des premiers signes, le président a invité au dialogue et il a donné des signes très forts en envoyant sur le terrain, dans sa qualité de président de la République, son premier ministre rencontrer les populations, rencontrer les leaders d'opinion. Ça a donné le résultat que ça a donné. Mais monsieur le ministre, j'ai envie de dire, et je lis les questions qui sont sur les réseaux sociaux, justement, les questions que les gens se posent. On se pose la question de savoir pourquoi a-t-on déjà arrêté un certain nombre de thèmes à l'avance? Est-ce qu'il va y avoir des thèmes tabous à ce dialogue national? Monsieur Foucault, je pense que un président de la République ne convoque à une réunion sans ordre du jour. Vous-même, à RFI, vous ne invitez pas des gens à une réunion sans un ordre du jour. Le président l'a rappelé. Tout le monde a parlé de dialogue depuis 3 ans. Il va même jusqu'à dire que ce mot a été tellement prononcé, voire même galvaudé. Nous invitons à ce dialogue. Mais on ne peut pas aller au dialogue sans savoir de quoi on va parler. Et pour le cas d'espèce, nous avons un problème réel, un problème effectif, celui de retrouver la paix et la sérénité dans le sud-ouest et le nord-ouest du Cameroun. C'est de cela qu'il s'agit. Donc la porte n'est pas... Il y a un thème principal et les autres thèmes qui se greffent à celui-là peuvent être discutés. Ce n'est pas qu'on arrête les questions à l'avance, mais on arrête un ordre du jour, ce qui me paraît logique dans le fonctionnement et des institutions et de tous les systèmes à travers le monde. On ne va pas à une réunion sans un ordre du jour. Olivier Biboun-Isaac, que dites-vous à cela? Que les thèmes vont être évoqués. Le ministre Grégoire Ouona dit que les thèmes seront évoqués, qu'il va y avoir d'autres thèmes, que c'est un ordre de jour tout simplement. Cela va tellement de soi que, en ce qui nous concerne, le mémorandum est très clair là-dessus. Et puis,
il est libellé dans le mémorandum c'est ici. En ce qui concerne l'ordre du jour du grand dialogue, le MRC a pris note de ce qu'il ira au-delà de la crise dans le NOSO et s'étendra à d'autres questions d'importance nationale. Le NOSO étant la zone nord-ouest et sud-ouest. La zone nord-ouest et sud-ouest, ensanglantée en ce moment par la crise dont nous parlons ici. Et je voulais d'ailleurs dire aussi à ce sujet que il y a des conditions qui montrent que, au-delà de l'intention, ceux qui ont pris un discours ou qui ont pris un engagement sont déterminés à le faire. Ici, il faut le dire très clairement et sans esprit polémique peine, le régime de Yaoundé, à cause de son caractère, qu'il souffre d'un défaut de confiance. On ne lui accorde plus un blanc-seing. Les engagements qu'il avait pris sur la table et qu'il n'a pas tenu, les engagements pris pour une élection présidentielle propre et sans trucage n'ont pas été tenus. Les engagements sur le respect et le règlement de la crise dans le nord-ouest sud-ouest, autrement que par les armes, à une époque n'était pas tenue. Aujourd'hui, la volonté a été déclamée d'organiser un dialogue. Ce qui est attendu maintenant, c'est des actes qui viennent en appui de ces vœux. Mais de quels actes vous parlez? De quels actes vous parlez très concrètement? En ce qui nous concerne, le mémorandum est très clair. Si le régime de Yaoundé est de bonne foi, à moins de souffrir, la question de sa légitimité étant réglée, mais si au moins ce régime est de bonne foi, eh bien, qu'il libère les prisonniers politiques qui remplissent les prisons à Yaoundé et voire même à Boya, parce que dans le cadre de la crise au NOSO, nous avons désormais deux types de protagonistes. Vous avez le président élu Moïse Kamto, ses alliés Christian Penda Ekota, Albert Djondan, Paul Éric Kingé, d'une part. Vous avez des co-détenus politiques, prisonniers politiques avec eux, militants ou sympathisants du MRC et de l'Alliance MRC et Alliés. Mais vous avez aussi les leaders politiques, qui sont d'ailleurs cités dans le mémorandum, des régions. Donc pour vous, la condition, c'est la libération de ces prisonniers politiques. Est-ce envisageable, Monsieur le ministre Grégoire Ouna? D'abord, je ne connais pas des prisonniers politiques. Il faut que les choses soient claires pour les Camerounais aujourd'hui qui nous écoutent. Tous ces noms qu'ils viennent de citer sont des gens qui sont au maître de la justice aujourd'hui, pas pour des délits d'opinion. Il faut que les choses soient claires. Et je voudrais repréciser d'abord que l'ordre du jour annoncé à travers le discours du président fait bien ressortir les préoccupations liées au nord-ouest et au sud-ouest. C'est de cela qu'il s'agit. Il s'agit de la diversité culturelle, de la cohésion sociale ou de la reconstruction même. Le président a été très clair. J'ai comme la décentralisation récemment, vient se traiter dessus, ou des systèmes judiciaires et éducatifs. Voilà de quoi il s'agit. Mais dans le même temps, ce sera ouvert, vous avez dit. Ça veut dire qu'on peut aller plus loin, puisque la tension n'est pas seulement dans le nord-ouest et le sud-ouest, monsieur le ministre. Ceux qui ont été arrêtés n'ont pas été arrêtés pour des délits d'opinion. C'était pourquoi, monsieur le ministre? Maintenant, on ne peut pas lier les deux choses. On ne peut pas subordonner la participation. Bon, maintenant, ils sont libres de subordonner leur participation à une quelconque libération. Mais toujours est-il dit que, je constate une fois de plus, vous nous ramenez à des opinions du MRC sur ce plateau. Le MRC n'est pas représenté à travers tout le Cameroun que par les 4 ou 5 personnes que vous avez citées là. Bien. Nous arrivons malheureusement au terme de cette première partie. Le temps tourne vite, très très vite. On va se retrouver juste après une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale. On va faire parler tout le monde. On va aller un peu plus loin dans ce dialogue national qui s'annonce. Restez à l'écoute du journal qui s'annonce dans un instant et on se retrouve dans une dizaine de minutes. Le débat africain, Alain Foucault. Depuis mardi 10 septembre dernier, il n'est question que de cela au Cameroun. Le dialogue national proposé par le président Paul Biya pour sortir de la crise meurtrière dans les zones anglophones nourrit tous les débats tant dans la presse que dans la rue. Sujet de toutes les plaisanteries et railleries sur les réseaux sociaux. Qui peut y participer? Que peut-on en attendre? Quels sont les sujets qu'on peut y évoquer? Comment se fait le choix des participants? Quid des autres sujets de tension?
La crise post-électorale et la guerre contre Boko Haram, par exemple. Bonjour et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent seulement maintenant dans la seconde partie du débat africain consacré ce dimanche à ce dialogue national proposé par le président Paul Biya du Cameroun, avec plusieurs invités au téléphone en direct du pays des Lions indomptables. D'abord Maître Alice Nkom, avocate, militante des droits de l'homme, représentant la société civile. Elle représente également la diaspora. Elle est en direct de Douala, la capitale économique. Second invité de ce plateau, en direct de Yaoundé, M. Grégoire Ououna, ministre du Travail et de la Sécurité sociale, secrétaire général adjoint du RDPC, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, parti au pouvoir. Notre troisième invité, toujours en direct de Douala, M. Joshua Ozi, député et premier vice-président du SDF, le Social Democratic Front, candidat malheureux à la dernière présidentielle. Notre dernier invité, et pas des moindres, est en direct entre Dikinimeki et Bafoussam. Olivier Bibou-Nissak est le porte-parole de Maurice Kamto, le président du MRC, le mouvement pour la renaissance du Cameroun. Maurice Kamto, officiellement deuxième au scrutin et qui réclame la victoire à la dernière présidentielle, est actuellement emprisonné à Yaoundé. Alors, dans la première partie, on a terminé en évoquant le fait qu'il ne s'agit que de la question anglophone, de la décentralisation, bref, des thèmes qu'a évoqué le président de la République pendant son discours. C'est également votre regard, Joshua Ozi, vous du SDF? Écoutez, je crois que si on essaye de diluer, c'est dommage de voir qu'on essaye de diluer une guerre civile après tant de morts, après tant de destruction, qu'on essaie de la diluer sur d'autres problèmes. Et je pense qu'on devrait avoir le courage de mettre un peu nos égos de côté et pour une fois revenir autour d'une table et d'essayer de discuter, de trouver une solution à cette crise, à cette guerre civile pour amener la paix dans le nord-ouest et le sud-ouest. Je pense que même si ce dialogue national ne donne pas de résultat, nous n'avons pas le droit de ne pas essayer. Parce qu'il s'agit de milliers de Camerounais qui perdent leur vie. Il s'agit d'une situation tragique. Je dirais même c'est une honte nationale qu'on soit arrivé à une guerre civile dans notre pays. Donc j'appelle à tous ceux qui pensent qu'ils peuvent apporter quelque chose pour qu'on sorte de cette situation, vraiment de prendre l'opportunité offerte par le président de la République, de prendre cette opportunité-là pour essayer d'apporter une contribution, et même si cette contribution n'est pas retenue, pour essayer d'arriver à la paix. Cette paix n'a pas de prix. Et donc, je trouve qu'il ne faudrait pas qu'on essaye, encore une fois, de diluer ce dialogue national ou d'y apporter d'autres problèmes que nous avons. Nous avons des milliers de problèmes. Nous avons des problèmes de gouvernance, nous avons des problèmes de démocratie. Nous avons tous ces problèmes-là, mais je pense qu'on ne... Alors, on ne peut pas diluer ce problème dans les autres, dit Joshua Ozi. Vous ne partagez pas ce point de vue, Olivier Bibou-Nissak? Cette question de la crise dans le sud-ouest et le nord-ouest est liée avec la crise politique. Est-ce qu'on ne peut pas gérer la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest et gérer autrement la crise politique dont vous parlez? C'est ce que disait à l'instant Joshua Ozi en disant on ne peut pas lier les deux. Alors, je suis désolé parce que c'est ça que je ne suis pas d'accord avec M. Ozi. Et je pense que les Camerounais, à l'occasion, y compris la dernière, ne sont pas d'accord avec lui. Les résultats, y compris en dehors de on vous entend très mal. On vous entend très très mal. On va essayer de vous rappeler de suite, comme ça vous allez exprimer ce point de vue. Alors, Alice Nkom, on a entendu un certain nombre de militants sécessionnistes dire qu'ils ne participeraient pas à ce débat. Pour vous, est-ce que ça remet en cause ce dialogue national? Est-ce que l'absence des militants sécessionnistes dits extrémistes remet en cause la qualité et l'opportunité de ce dialogue national? Vous savez, ce que j'observe, moi, c'est que c'est mal parti pour le dialogue national. C'est très, 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 très mal parti. Sauf si on me dit, Monsieur le ministre, je vais profiter de ce qu'il est là pour qu'il m'explique. Qu'est-ce que nous, les populations, nous devons attendre le 7, le 8, le 10 octobre après le dialogue? Qu'est-ce que nous devons attendre de ce dialogue? Qu'est-ce que le président de la République qui a convoqué ce dialogue à l'occasion de la crise nord-ouest-sud-ouest, mais qui est une seule des crises que nous connaissons aujourd'hui, parce que toutes ces crises qui sont là reposent sur une autre qui s'écrit avec grand C, la crise de confiance qu'il y a entre le gouvernant, le président de la République et son peuple en entier. Est-ce qu'on pense qu'on peut, au cours de ce dialogue, ramener cette confiance? Parce que tout le monde sait que si vous n'avez pas confiance en quelqu'un, vous ne faites rien de bon avec ce quelqu'un. Vous ne construisez pas avec cette personne. Pour revenir à la nature humaine, elle est comme ça.
Alors j'aimerais savoir, ce dialogue, pourquoi faire? Où allons-nous? Qu'espérons-nous? Nous, les populations, Madame Lambda, que je suis, après ce grand dialogue que le chef de l'État lui-même convoque, qu'est-ce qu'il nous promet, qu'est-ce qu'il pense pouvoir atteindre comme objectif national, d'intérêt national, après ce dialogue? Monsieur le ministre Grégoire Oruna, qu'en pensez-vous? Quelle réaction? Alors, je voudrais d'abord dire que, comme d'habitude, le MRC va dans la diversion. Que viennent chercher les 36 000 du SMIC ici, ça n'a pas dû être. Et ça n'a jamais été dit ce qu'ils viennent de vous raconter là. Il a été dit que le SMIC est à 36 000. On cherche à le revaloriser. Mais il y a des Camerounais qui arrivent à vivre avec cela. Voilà ce qui a été dit. Et voilà ce qui est. Alors, je voudrais dire à Mme Nkoum que je crois qu'il ne faut pas qu'on laisse l'opportunité qu'offre le chef de l'État pour cette chance que tous les Camerounais doivent saisir pour qu'on retrouve la paix. C'est la principale chose qui est visée au soir de la fin du dialogue. Et vous voyez, les consultations ont été entreprises pour que les opinions les plus diverses soient collectées. Alors, l'objectif premier, c'est la sérénité, la paix qui doit revenir. Maintenant, les conséquences de tout ce qui s'est passé, le président a demandé que les gens laissent les armes et qu'ils réintègrent la société. Parce qu'il a rappelé les pouvoirs de pardon qui sont les siens, les pouvoirs d'amnistie qui sont les siens. Mais il faut que les gens, pour qu'on pardonne aux gens, il faut qu'ils se mettent dans une attitude d'être pardonnés. Il faut qu'eux-mêmes veuillent être pardonnés. Je crois qu'il est important, Monsieur Foucault, quand les Gilets jaunes marchent à Paris, conformément à la législation française, vous voyez qu'ils ne sont poursuivis que quand les casses commencent. Et on ne peut pas laisser casser, on ne peut pas laisser tuer, on ne peut pas laisser toutes les actions qui ont eu lieu. Alors, monsieur le ministre, je prends encore une question des réseaux sociaux qui dit « Maintenant que les militants sécessionnistes disent qu'ils ne vont pas participer à ce dialogue, est-ce que ça n'entache pas un peu cette démarche? Comment on fait si on n'a pas discuté avec ceux qui se battent ?» Au dialogue peut-être, mais vous savez qu'il y a plusieurs fronts de militants sécessionnistes. Il y en a certains qui ont dit qu'ils vont participer au dialogue. Mais ce qui est important, c'est de savoir pourquoi les gens en sont arrivés à demander la sécession. C'est bon qu'on pose tout cela sur la table et qu'on se demande qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça n'arrive pas et qu'on sorte de là avec des solutions. Certains estiment qu'ils ont été frustrés, qu'on dise les objets de les frustrations, qu'on voit comment les frustrations peuvent être réparées, qu'on voit comment le vivre ensemble que nous avions commencé à mener peut se poursuivre en meilleur. Comment la vie peut devenir meilleure. Et les sujets proposés sont des sujets de fond. Et c'est sur ces sujets qu'on nous attend. On a bien entendu les gens qui ont émis des réserves, des frustrations sur le bilinguisme, sur la diversité culturelle, sur la cohésion, sur le système éducatif, sur le système judiciaire. On met tout ça sur la table et on envisage des solutions. Ils feront certainement, ceux qui iront au dialogue, ils feront certainement des propositions de solutions, à mon humble avis. Il y en a peut-être qui nécessiteront des textes, de lois, des décrets. Les textes iront au Parlement. Si c'est des décrets, ils seront signés par le Premier ministre ou par le Président de la République. Je crois que c'est de ça qu'il s'agit. Il s'agit de remettre les choses à plat, de remettre les choses à plat et de se parler. Ce qui n'a pas marché. Olivier Bibounissa, que répondez-vous à ça? Alors, mais écoutez, la question de la bonne foi des acteurs a été avancée. Et vous voyez, on y retombe à chaque fois. Il n'y a pas dans ce monde un régime dont le hold-up électoral est une méthode assumée qui puisse donner des leçons de civisme ou de bonne morale publique aux autres. Il n'y a pas dans le monde un régime qui puisse utiliser des armes, attirer sur des civils manifestants sans armes ou tout au plus avec un arbre de la paix
et sur ces personnes, des responsables politiques ordonnent qu'on leur tire dessus. Et que lorsque ces personnes, dans le cadre de ces marches pacifiques, sont par exemple arrêtées, se retrouvent torturées, vous retrouvez parmi les mêmes donneurs d'ordre des personnes qui, enfantés, ceux qui agissent comme ça ne peuvent pas donner de leçons à ceux qui leur répondent sur le même ton. Non, ils ne peuvent pas parce que ce n'est pas crédible. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas aller à cette table-là pour dire ce que vous dites, pour exprimer ce manque de confiance, cette disparition de la confiance, cette perte de confiance à ceux-là en face? Est-ce que c'est une solution de rester à l'extérieur? Vous voyez, c'est là où je n'étais pas d'accord avec ce que l'honorable Joshua aussi disait tout à l'heure. Mais alors pas du tout. Les Camerounais ne peuvent pas se satisfaire d'une tripartite bis. Alors il faut préciser ici, lorsqu'on dit tripartite, la tripartite dans ses résolutions était vertueuse. Oui, en 1991. Un programme de rêve. Oui. Cependant, la mise en œuvre de la tripartite a été biaisée. Il y a dans la Constitution qui est ressortie de la tripartite une disposition qui s'appelait les dispositions transitoires. Et dans cette disposition transitoire, on a expliqué que la Constitution pouvait progressivement rentrer en pratique. Et ça a été le socle du hold-up constitutionnel qui a permis que des articles fondamentaux comme celui 66, la Haute Cour de justice et cette décentralisation mornée ont prospéré sur cette base. Nous ne pouvons pas faire aujourd'hui un dialogue national sans garantie que d'abord ce à quoi on va aboutir sera constitutionnel, parce que la question de la forme de l'État, la réforme du système électoral, la garantie du respect des droits humains fondamentaux sont autant de préoccupations. Or, vous voyez bien que les Camerounais, à l'occasion de la dernière élection présidentielle, si l'on se fonde sur les résultats truqués, ils ont fait confiance à ce que disait sur cette question Maurice Kamto, et non pas Joshua aussi. Donc lorsqu'il dit qu'on ne peut pas mélanger le caractère politique de la crise au nosso, de cette crise-là, lui qui est un acteur politique, c'est assez aberrant, puisque la voie, c'est une relation de cause à effet entre l'un et l'autre. Et aujourd'hui, le cœur du problème est non seulement d'une part la bonne foi des acteurs, et ici, la bonne foi du régime illégitime de Yaoundé est questionnable, elle est inexistante. Seuls des actes que ce régime pourrait poser montreraient sa bonne foi. Il ne s'agit pas de dire aux tireurs du camp d'en face, non, nous, nos tirs qui ont tué des civils, quand il y avait des brebis galeuses qui ont agi, nous, nos tirs, on va les nier, on va les mettre sous cap, mais vous, vos tirs, on s'en souviendra lorsqu'ils ont frappé un élément de nos valeureuses forces de l'ordre. Alors, on va poser la question à Joshua aussi, qui puisse réagir à ce que vous dites directement. Joshua? Écoutez, je pense que c'est être un peu malhonnête de vouloir utiliser une guerre civile pour régler un problème électoral. J'aimerais juste rappeler à M. Nissak que lors de cette élection dont il parle, les ressortissants du Nord-Ouest et du Sud-Ouest n'ont pas pu participer à cette élection. Donc je pense qu'il faut aussi un peu donner du respect aux ressortissants du Nord-Ouest et du Sud-Ouest qui n'ont pas pu participer à cette élection-là, qui n'ont pas pu faire entendre leur voix et qui sont les principales victimes de cette guerre civile. Alors c'est pas parce qu'on appelle quand on sort d'une crise électorale, on appelle une crise et on a donné le nom de crise à une guerre civile. Il s'agit véritablement d'une guerre civile. Et je pense que nous devrions avoir le courage de mettre nos égos de côté, je l'ai déjà dit, et surtout donner une chance à la paix. Il faut donner une chance à la paix et c'est la position qui est la mienne et c'est la position qui est celle de mon parti, donner une chance à la paix. C'est au résultat qu'on va juger le chef de l'État s'il avait une bonne volonté ou pas. Je ne pense pas qu'on a le droit aujourd'hui. Nous nous sommes battus à l'Assemblée nationale et au Sénat pour arriver à ce dialogue national. Aujourd'hui, ce dialogue a été convoqué. Même si c'est une fourberie, on le verra au sortir de ce dialogue et on dira aux Camerounais, on voulait un dialogue national, ça a plutôt été un dialogue, comme on l'appelle, mais on ne peut pas commencer à critiquer ce dialogue alors que les modalités même de discussion n'ont pas encore été arrêtées. Alors, je pense qu'il est important de comprendre que des gens meurent tous les jours. Encore aujourd'hui, il y a eu des dizaines de morts et je ne vais pas permettre ceux qui n'ont absolument aucun intérêt dans ce qui se passe là-bas et ne le ressentent pas, essayer de donner des leçons à ceux qui souffrent dans leur chair tous les jours sur ce qui se passe là-bas. C'est-à-dire que c'est une guerre civile, nous voulons qu'elle s'arrête, nous sommes prêts à parler avec le diable s'il le faut pour qu'on arrête cette guerre et tout le reste, on le réglera après. Une très très courte réaction, Olivier Biboun Isaac. Alors Foka, nous discuterons avec le diable s'il faut, mais nous l'aurons exorcisé avant. Je suis désolé.
nous ne pouvons pas offrir au peuple camerounais un dialogue national sans garantie préalable, non seulement du consensus qui va entourer son organisation et sa tenue, mais aussi du consensus qui va entourer le crédit qu'aura apporté le gaz de sa mise en œuvre. Il ne s'agit pas ici d'accorder un blanc-seing à qui que ce soit. Et quand il s'agit des personnes qui souffrent et qui ont souffert pour que le dialogue national advienne, je voudrais rappeler que nous avons payé notre tribut. Nous avons des gens qui ont pris des balles. Nous avons des gens qui aujourd'hui sont emprisonnés. Alors, puisque le temps tourne vite, Olivier Bibounissac, je vais donner la parole à Maître Alice Nkom. Toutes ces conditions évoquées, est-ce qu'elles vous empêchent d'aller à ce dialogue? Pensez-vous qu'il faille aller absolument à ce dialogue aujourd'hui, puisque une chance est offerte? Mais je crois qu'il faut aller à ce dialogue. Mais je voudrais également indiquer que la personne qui a convoqué ce dialogue doit pouvoir savoir que le MRC est un parti qui est représenté par des organes vivants, des personnes vivantes, qui sont sous main de justice et que le président a mis en prison. Aujourd'hui, on n'imagine pas Maurice Kamto et les autres en train de refuser de déférer, par exemple, à une convocation de justice. Mais encore faut-il que le procureur de la République envoie quelqu'un les extraire. Ils ne sont pas à Yokadouma, ils sont à Yaoundé. Alors je pense déjà que comme signe de bonne volonté et par respect pour cette volonté de paix partagée par tout le monde, le président de la République, le Premier ministre, devrait envoyer une convocation à Maurice Kamto et toute son équipe qui est en prison. C'est quand même un parti politique important. Pour qu'il sorte de prison pour venir participer au dialogue national. S'assurer de son extraction pour qu'il puisse se présenter lui-même et son équipe, parce qu'après tout, le MRC, c'est d'abord lui, et il n'est pas mort. Il n'est pas déchu de ses droits non plus à diriger un parti. Alors je crois que ce serait bien, de l'autre côté, du côté de M. le Premier ministre, il montrait quand même que ces gens ne sont pas morts, pas parce qu'ils sont en prison. Juste un mot pour terminer, parce qu'on arrive au terme de cette émission, le temps tourne vite, mais j'ai envie de terminer en une phrase. Monsieur le ministre, pensez-vous qu'on a pris le temps de véritablement organiser? Est-ce qu'on aura le temps de réunir tout le monde? Et la proposition que fait Alice Nkom, pensez-vous qu'on puisse aller chercher des gens en prison pour y participer à ce dialogue? Pour une fois, la mauvaise foi du MRC s'est manifestée encore et je me demande où va-t-on chercher les garanties. Si le président de la République peut exercer ses prérogatives, je pense que les citoyens, eux aussi, doivent se mettre dans la position où le président peut exercer ses prérogatives. Il ne s'agit pas d'aller extraire les gens en prison n'importe comment, mais il s'agit de respecter la légalité. Et ce dialogue. Mais est-ce que c'est envisageable? Est-ce que c'est envisageable, monsieur le ministre? On va terminer dessus. Est-ce que c'est envisageable qu'on puisse aller les chercher? Le président peut bien décider qu'on aille les chercher pour venir participer à ce dialogue. C'est important, non? Mais le président peut beaucoup de choses d'après les textes et les prérogatives qu'il a, mais les citoyens aussi peuvent. Est-ce que vous savez pardonner à quelqu'un qui ne veut pas demander pardon? Savez-vous pardonner à quelqu'un qui dit qu'il va recommencer? Alors, on va terminer là-dessus. Moi, je ne sais pas. J'aurais bien voulu que le temps soit plus long pour que nous puissions en débattre plus longtemps encore. On viendra au Cameroun pour en débattre directement sur place avec vous. Merci d'avoir accepté de participer à cette émission. Le débat africain s'est terminé pour aujourd'hui. Olivier Raoul, Delphine Michaud et Alain Foucault, nous vous donnons quant à nous rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence, pour un autre débat africain. Dans un instant, une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale. À très vite.